Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. En ce 11 novembre, donc anniversaire de l'armistice de 1914, de la guerre 1914-1918, de sa fin victorieuse pour notre pays. Donc le thème de ce soir, c'est le pouvoir du peuple pour changer le système, bien évidemment. Alors, avant de commencer à voir ce thème d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler et vous dire, pour ceux qui ne sont pas coutumiers des mercredis de l'espoir ou des chroniques de des barbaries, qu'il y a un manifeste fondateur qui est émis, diffusé, donc qui est disponible en version électronique à l'adresse qui s'affiche actuellement. Je vous informe également qu'il y a un deuxième volet de ce manifeste qui est en cours de rédaction, dont la rédaction est maintenant bien avancée. Je dirais qu'elle est terminée en version, en toute première version. Après, il faut la peaufiner. Donc un deuxième volet, le volet idéologique, qui sera diffusé de la même façon que ce manifeste. Donc, il sera disponible sur le site internet, évidemment, mais il sera aussi disponible en version électronique. Et celui-ci, le manifeste Émergence, qui est le manifeste central, je dirais, le plus important, eh bien, il vous faut le commander si vous voulez participer et vraiment changer le système et faire que ça change réellement. Eh bien, il faut y aller, il faut s'engager, et le moyen le plus simple, c'est de lire, de commander et de diffuser autour de vous le manifeste Émergence, puisqu'il résume dans un langage simple et clair tout ce qu'il faut savoir et la stratégie pour réussir justement de manière réaliste à changer le système. Donc pour le faire, il suffit par exemple d'envoyer un email à cette adresse, contact@1p6r.org. Vous pouvez également, bien sûr, et pour le règlement ça sera nécessaire, envoyer un courrier avec un chèque à cette adresse, à l'ordre de Luc Laforêt, le chèque. Les tarifs sont expliqués sur cette adresse web en fonction du nombre de manifestes que vous souhaitez commander et diffuser autour de vous. Inclus dans la version papier donc, que vous recevrez, la version physique que vous recevrez, eh bien, il y a le logiciel Crypt qui donne offre une fonctionnalité de coffre-fort électronique et permet également d'échanger de façon totalement sûre, de façon totalement sécurisée, puisque l'algorithme de cryptage est spécifique et certifié et déclaré et parfaitement légal. Voilà. Donc ce manifeste, si vous voulez que ça change, si vous voulez faire avancer réellement les choses, parce que vous pensez comme nous que la barbarie, on ne l'évitera pas autrement, eh bien, la moyen le plus simple, un engagement, je dirais, raisonnable. Donc c'est 3 €, hein, le manifeste. Bon, après il y a les frais d'envoi, mais chaque exemplaire coûte 3 €, ce qui correspond aux frais de production en fait. Voilà. Alors, le pouvoir du peuple. C'est le sujet, c'est le thème que nous allons aborder ce soir. Alors, comment est-ce qu'on va le prendre? Alors, l'agenda, c'est qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir du peuple, de façon théorique, on pourrait dire. Hein. Je vous engage à aller, avant de continuer sur l'agenda, je vous engage à aller jusqu'à la fin, parce qu'en fait, il faut bien voir que le pouvoir du peuple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font des idées sur ce que ça peut être, j'entends parler de première démocratie, etc.
et de démocratie directe et de démocratie immédiate, je dirais, nous allons voir que c'est pas si simple, malheureusement. Si c'était simple, ça aurait été résolu depuis longtemps. Mais qu'il y a des solutions. Les solutions, il y en a et qui sont, je pense, tout à fait efficaces, et on les évoquera forcément dans la fin, dans la deuxième partie de cette présentation. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir du peuple, en théorie et en pratique, justement. Et puis, comment faire? Et nous allons développer 4 axes, justement, pour voir comment faire. J'en donne déjà un avant-goût. Exprimer des besoins, contrôler, décider et participer. Voilà. Ce sont les 4 axes que nous allons développer qui rendent possible, dans la pratique, le pouvoir du peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà en théorie? Qu'est-ce que c'est le pouvoir du peuple? C'est tout simplement le terme démocratie en lui-même, c'est ce que ça veut dire. Puisque si on regarde la définition de démocratie, c'est le régime politique ou système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, par l'ensemble des citoyens. Par l'ensemble des citoyens. Nous sommes, je ne sais pas combien de citoyens, peut-être 55 millions ou quelque chose comme ça en France. Ça va, vous voyez déjà la difficulté, et on dit par l'ensemble des citoyens. On voit bien que ça ne peut pas se faire de façon directe. Alors, l'origine étymologique est intéressante. Je donne là celle qui vient de Wikipédia. Donc en grec ancien, c'était démocratia, qui est une combinaison de territoire et de peuple. Donc on voit bien déjà qu'il y a une connexion entre le peuple et le territoire, puisque c'est un peuple qui est sur un territoire, fatalement. Et donc l'ensemble des citoyens de la cité, en définitive, et de kratéine, qui est commandé. Donc c'est le peuple d'un territoire qui est sur un territoire qui commande. Donc on voit déjà qu'on a la notion de territoire qui est associée à peuple. Hein. Forcément un peuple, il vit quelque part. Surtout à l'époque où il y avait moins de moyens de communication que l'on a aujourd'hui. Alors, en théorie, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Ve République, qu'on considère comme les autres républiques françaises comme des républiques démocratiques, dans la Constitution de la Ve République, c'est dans le titre premier, article 2, donc on est vraiment tout au début, donc dans les articles les plus importants, le dernier alinéa dit que le principe de la Ve République est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc on est normalement conforme, en tout cas, au moins dans les intentions, et légalement, puisqu'on est dans les articles constituants de la Constitution, et dans les premiers, donc c'est fondateur, c'est fondamental. Donc là, déjà, normalement, on est en démocratie. Bon, on voit bien que les limites de la Ve République posent problème, donc on voit bien que c'est peut-être l'intention est peut-être là, mais le résultat ne l'est pas forcément. Nous allons voir justement comment on va pouvoir améliorer ça. Une chose importante en théorie aussi, qui est très important de savoir, c'est que le pouvoir ne se partage pas. Ça fait partie des choses qui ne peuvent pas se partager. Soit vous avez le pouvoir, soit vous ne l'avez pas. C'est la question de souveraineté. Soit on est souverain de soi-même, ou souverain de quelque chose, soit on est maître de quelque chose, ou on ne l'est pas. Éventuellement, le pouvoir peut se déléguer, mais c'est tout. Vous le conservez. C'est juste que, sous certaines conditions, sous certains critères, vous avez délégué tel pouvoir à telle entité, organisme, personne. Mais le pouvoir, in fine, vous demeure. Donc, en théorie, quand on est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ça veut dire que c'est le peuple qui a le pouvoir et qui doit avoir le dernier mot en dernière analyse.
Bon, on a vu en 2005 avec le référendum que malgré que le peuple s'était prononcé, eh bien on n'a pas tout à fait respecté justement son dernier mot. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui disent qu'on n'est plus en démocratie à partir de ce moment-là. Ce qui est quasiment incontestable, hein, puisque la voix du peuple n'a pas été écoutée. Alors, si le pouvoir ne se partage pas, et donc qu'on délègue son pouvoir à un moment donné à des représentants, Karl Popper dit que lui, la seule chose en définitive qui peut permettre de garantir quelque part la démocratie, c'est d'éviter les abus de pouvoir. Et pour lui, donc, ce qu'il dit, c'est qu'un régime est démocratique s'il permet aux citoyens de contrôler ses dirigeants et aussi de les évincer sans recourir à la violence. C'est le seul, pour lui, c'est le seul critère pratique, réel, effectif, qui fasse que l'on soit en démocratie. Les autres étant en fait, les autres définitions en fait, seraient un peu de la poudre aux yeux. C'est un peu ce qu'on constate en définitive. Hein. On ne peut pas dire que cette définition, je ne l'ai pas choisie par hasard, mais je pense qu'effectivement, il y a une part de vérité très importante là-dedans, pouvoir éviter les abus de pouvoir. Bon, on va voir qu'il y a des réponses, hein. Sans déflorer rien rien d'autre que très évident, le RIC, en toute matière, et évidemment donc révocatoire, est évidemment justement un moyen d'éviter des abus de pouvoir. RIC que nous n'avons pas aujourd'hui dans la Constitution de la Ve République. Alors, en théorie également, si on replace un petit peu la démocratie par rapport aux autres systèmes politiques, les autres systèmes politiques, il n'y en a pas 50, hein, des systèmes politiques, il y en a 5. Et on s'aperçoit qu'en définitive, il n'y en a en fait quasiment que 3. Puisque, en fait, nous avons une première famille, je dirais, où le pouvoir est absolu et exercé par une personne. C'est la monarchie ou la dictature. Mais, donc un tyran au pouvoir. La monarchie, je dirais que la seule différence, quelque part, c'est que dans une monarchie, la modalité de transmission du pouvoir se fait de façon familiale, par héritage, alors que le dictateur, généralement, il s'est imposé par la force au pouvoir, et il pourra muter éventuellement à terme en dictateur. C'est souvent comme ça que les dynasties monarchiques naissent, en définitive, hein, par quelqu'un qui fait un coup d'État, puis qui après se dit je vais passer le pouvoir à mon fils. Donc on voit qu'il y a une proximité entre ces deux régimes qui sont quasiment identiques en vérité. Je veux dire, des monarchies qui exercent réellement le pouvoir, hein. On ne parle pas des monarchies constitutionnelles du style Angleterre, des choses comme ça. On est plus dans un aspect représentatif, décoratif, quelque part. Après, le pouvoir a un nombre limité de personnes. Donc pareil, soit on est dans un système aristocratique, où là, les personnes, un peu comme, et c'est pour ça que ça correspond à la monarchie, c'est souvent par les liens du sang et par les liens de descendance directe que le pouvoir se transmet, mais entre différents, par exemple, ducs qui pourraient se fédérer, ou avoir un roi. On voit que ces deux systèmes ne sont pas forcément contradictoires. Ou une oligarchie, c'est-à-dire des gens qui exercent le pouvoir, qui prennent le pouvoir, qui sont en nombre limité également, et qui le possèdent pour des raisons X ou Y. Et ils vont mettre en avant généralement parce que ce sont des élites, parce qu'ils le méritent, parce qu'ils sont les plus pertinents, etc. Après, on choisit les critères qu'on veut, en définitive, une fois qu'on est arrivé au pouvoir pour ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une oligarchie, en définitive, qu'on peut classer dans la catégorie des dictatures aussi, puisque là, c'est un pouvoir qui n'est pas exercé non plus de façon démocratique. Hein. Puisque la démocratie, nous disons, c'est le pouvoir de toute cette infinité que constitue, cette multitude que constitue le peuple. Donc voilà les systèmes démocratiques. Donc, les gens, quand on parle il faut sortir voilà, on n'a pas énormément de choix quand même, hein, en termes de système politique, c'est assez limité. La démocratie,
on l'a vu déjà dans la définition, elle s'exerce forcément sur un périmètre donné, sur un peuple et sur un territoire. Sinon, le gouvernement du monde, ça n'existe pas. Enfin, je sais que c'est un délire de Jacques Attali, mais ça n'existe pas. Dans la réalité, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et je ne sais pas si ça existera un jour, mais à un horizon provisible, je ne pense pas. Non. Et puis, je pense que c'est pas souhaitable en plus. Donc, la démocratie s'exerce forcément. C'est pour ça que c'est assez lié à la question de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. C'est que c'est lié justement à un peuple et à un territoire. Ça s'appuie forcément là-dessus, puisqu'il y a un périmètre, et puis vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans, c'est tout, vous avez le droit de vote, par exemple, typiquement, vous n'avez pas le droit de vote. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui? En fait, on a une bourgeoisie qui est la classe qui possède le pouvoir, qui est transnationale maintenant, qui est à la fois de plus en plus riche et de plus en plus concentrée. C'est le phénomène des multinationales, et donc avec des multinationales qui ont des pouvoirs parfois supérieurs même à ceux et très souvent, à la plupart des États, ont des pouvoirs gigantesques. Et donc on a une autonomisation de la bourgeoisie. On voit dans les familles, typiquement, les gens, ils sont italiens, américains, etc. etc. Ils sont complètement apatrides, je dirais, quelque part. Donc ils se sont émancipés, et les organisations, les multinationales, sont par définition indépendantes des nations. Ce qui entre en contradiction entre la classe, justement, qui exerce le pouvoir, qui a le pouvoir politique, le capitalisme, c'est ça. Le capitalisme, c'est la prise du pouvoir par la classe des capitalistes. C'est eux qui exercent le pouvoir, bon, on le sait, par la corruption, c'est le moyen essentiel par lequel ça leur permet d'acheter des élus du peuple, des représentants du peuple, pour mener la politique qu'ils souhaitent, qui va en leur faveur. Mais on voit bien que là, on a une contradiction entre cette frange qui s'autonomise par rapport à une démocratie qui s'exerce fastalement, dont le périmètre de vie est forcément un peuple, un territoire, une nation. Et donc là, on a une contradiction, et cette contradiction pousse justement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de plus en plus d'oligarchie et plus de démocratie, mais cette oligarchie, eh bien, la démocratie, ça n'intéresse plus. Et là, je vous renvoie, pareil, aux articles de Achille Mbembe, dont j'avais parlé dans une des chroniques des Barbaries, qui dit que pour le XXIe siècle, il n'est pas du tout certain que la démocratie soit encore possible. Est-ce qu'il y aurait même une vie politique? C'est même carrément ça qu'il pose comme question. Mais on peut aussi citer Robert Kaplan, qui dans son livre, c'est vraiment un livre très intéressant, très prospectif, il a été quand même écrit maintenant il y a une trentaine d'années, enfin c'est un recueil d'articles qui se sont étalés, et donc c'est vraiment très prospectif par rapport à ce qui se passe et ce qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui, où justement la démocratie apparaît comme de moins en moins un système en adéquation avec l'évolution du capitalisme. Donc on est au cœur de cette contradiction. Donc on est au cœur d'une contradiction, d'autant plus, et c'est ce qui l'explique aussi d'ailleurs en partie, c'est la déliquescence, justement, moi que j'estime volontaire, de tout ce qui est nation. Avec, j'en ai parlé notamment la semaine dernière dans la chronique des Barbaries sur la nation, la culture, la dévalorisation, les transgressions, etc. La déliquescence des peuples et des nations est un processus volontaire de la classe dirigeante. Voilà la situation dans laquelle on est. Donc la démocratie est réellement en danger. Si on veut avoir une démocratie, que ça perdure et qu'on continue et qu'on essaye au contraire d'avancer dans la démocratie, il faut vraiment qu'on s'en occupe dardard, vraiment rapidement, parce que là, les tendances actuelles de la société nous amènent à une destruction de la démocratie.
Fatalement, par ce schéma l'explique très simplement. Et avec une augmentation de la barbarie également. Hein. Enfin, quelque part, ne pas avoir de démocratie, c'est en soi déjà une barbarie. Alors, continuons dans la théorie et regardons quelles sont les conditions nécessaires, justement, pour qu'une démocratie puisse exister. On voit qu'elles sont de moins en moins remplies, ces conditions. Ben déjà, s'il y a la barbarie, et c'est ce qu'on constate qui s'étend et c'est bourgeonne de plus en plus, la barbarie, ben c'est l'arrêt de mort fatalement de la démocratie, puisque dans la barbarie, il y a notamment la liberté d'expression, etc., l'égalité, bon, il y a tout un tas de choses qui sont des besoins du corps et de l'âme, hein, comme je le rappelle. Sans respect de tout ça, bah, il n'y a plus de démocratie possible. Donc, si la barbarie s'installe, c'est certain, il n'y aura plus de démocratie, il n'y a aucun doute, puisque ça sera forcément des tyrans, un tyran ou des tyrans, qui vont se mettre en place. Une autre condition très importante, c'est que ça nécessite un certain degré de développement économique et social. Puisqu'il faut quand même d'avoir des citoyens qui soient d'un certain niveau, qui aient une classe qu'on peut appeler moyenne, appelons-la comme ça, qui soit en place, qui puissent exercer, qui puissent voter, et qui ait des liens sociaux suffisamment importants entre les gens pour justement que une véritable démocratie puisse exister. Sinon, bah, c'est simplement par l'expérience qu'on le constate, hein, si le degré de développement économique et social n'est pas suffisant, il y a toujours des gangs, des choses comme ça qui se mettent en place, qui empêchent la démocratie de réellement exister. Et du coup, pour éviter ça, bah, en arrière-plan d'une vie qui peut sembler démocratique, il y a, bah, souvent ce sont les militaires, en définitive, qui assurent en fait qui exercent réellement le pouvoir, mais quelque part, ils le délèguent, comme je le disais tout à l'heure, à une pseudo-vie démocratique, qui a une certaine réalité, mais qui n'est pas absolue, on le voit bien, qui est une fausse, enfin, oui, on peut dire une fausse démocratie. Mais bon, voilà. Et donc ça nécessite, et c'est quelque chose qu'on constate dans plein de pays, ce qu'on appelle à régime autoritaire. Hein. On a une démocratie de façade, mais derrière, la réalité du pouvoir est détenue bah, souvent par des militaires. Et ça, c'est lié au fait, justement, qu'on n'a pas un degré de développement économique et social suffisant pour être dans une véritable démocratie. Alors, une des choses qui tendent également, je parlais de déliquescence, mais la tiers-mondisation, ce que j'appelle la tiers-mondisation de la France, bon, bah, c'est aussi, je dirais, on voit bien, puis avec ce qui va se passer là, avec le Covid, l'effondrement économique, on a une tendance à une expansion du tiers-monde. Et une expansion du tiers-monde, bah, y compris dans les pays qu'on appelait développés jusqu'ici. Alors, voilà, c'est en peau de léopard. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on favorise les migrants, etc. Parce qu'on fait venir des gens du tiers-monde. C'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus promu, hein, jusqu'aux plus hautes instances de la communauté européenne, justement de promouvoir bah, pour qu'il y ait une frange de la société qui soit plus ou moins tiers-mondisée, qui fait une pression. Sauf que là, ça commence à avoir des effets délétères très importants sur la société française. Et d'autant plus avec la récession économique gigantesque qui est à l'œuvre avec cette barbarie qui est le Covid-19. Le morcellement également, c'est-à-dire que on a vu qu'il fallait un peuple et un territoire. Mais tous les communautarismes de tout poil qui se mettent en place, ça crée du morcellement, et vous faites plus peuple, donc vous ne pouvez plus faire de démocratie, puisque vous ne voulez plus vivre ensemble, chacun veut vivre de son côté. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez révélateur d'ailleurs, hein. C'est un peu le même phénomène qui se passe, avec de la tiers-mondisation, du morcellement, ce qui fait que bah, on arrive à être au bord de la guerre civile, à des affrontements qui peuvent être réellement considérables. Bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que les États-Unis vont se démanteler dans les décennies à venir. Hein. C'est à peu près
c'est à peu près certain. S'il continue comme ça, je veux dire. Hein, ça. Il y a une autre condition pour la démocratie, et pour changer en définitive, et pour installer une démocratie plus vraie, parce que c'est le projet d'une perspective de la 6ème République, c'est également qu'il y ait une synchronisation entre la volonté des intellectuels, donc des gens qui vont définir, qui vont penser à quels sont les principes fondateurs, sur quoi on va baser cette démocratie, comment on va la faire fonctionner, et les classes moyennes. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, les classes moyennes françaises sont, et le mouvement des Gilets jaunes en est une illustration, mais il y en aurait d'autres, sont précipités justement dans un moment où on voit bien qu'il y a une crise importante, et changer le système devient un leitmotiv important pour une frange très importante de la classe moyenne. Je ne parle pas de la classe moyenne qui est mondialisée, etc. Et encore même dans ces franges-là, moi je pourrais me classer là-dedans, hein, puisque moi je suis intégré, je travaille pour une société mondialisée, etc. Mais après, on a une conscience où on n'en a pas, hein, on regarde les choses où on les ignore. Donc, il y a une frange importante de la classe moyenne qui maintenant s'aperçoit qu'on ne peut plus continuer comme ça, qu'il faut changer le système absolument, et puis essayer d'aller vers plus de démocratie, c'est une des voies quand même importantes. Il y en a qui parlent de mettre en place plutôt un dictateur, mais là, on plonge dans la barbarie, quoi. Mais il faut que ça soit synchronisé aussi avec la volonté des intellectuels. Parce que, comme je dis, il faut aussi qu'il y ait une élaboration philosophique, théorique, mais aussi dans les autres domaines, comme les domaines artistiques, spirituels, sentimentaux. Donc c'est tout un mouvement intellectuel, ce que j'appelle les nouvelles lumières, qui sont également nécessaires. C'est d'ailleurs pour ça dont je parlais du manifeste émergence idéologique tout à l'heure, c'est pour ça que je l'écris maintenant très rapidement après le premier manifeste, parce que c'est vraiment ce sont les deux pieds qui vont faire qu'on va pouvoir réussir et qu'on va pouvoir aller vers plus de pouvoir pour le peuple. Donc, comprenez bien, voilà, j'ai mis, il ne faut pas faire n'importe quoi, attention. On est quand même sur le fil d'un rasoir, on est sur un bout de course, là, malgré tout, et donc, j'entends, enfin moi je vois dans les commentaires qu'il y a, quand on publie des choses sur internet, des gens avec des déclarations très péremptoires, etc. Ouais, moi on veut que le pouvoir au peuple, etc. Sans savoir exactement ce que ça veut dire. Attention, on est vraiment sur le fil du rasoir, là on est sur, il y a un chemin étroit, faisable, moi je pense que c'est tout à fait faisable, et que moi j'y crois vraiment, qu'on peut réorienter, aller vers un nouvel espoir, et vraiment définir quelque chose d'extraordinaire. Mais on peut tomber aussi de l'autre côté. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu grande gueule, je vais dire. Il faut arrêter avec les grandes gueules, il faut réfléchir un petit peu et tracer dans la bonne direction. Et pas se faire plaisir. Hein. Moi je ne suis pas là pour me faire plaisir. Ne vous faites pas plaisir. Ce n'est pas des choses pour se faire plaisir. C'est des choses sérieuses dont on parle là. Hein. La barbarie, c'est sérieux. C'est pas de la petite rigolade, ça n'existe pas depuis, etc., etc. Non, non. C'est très sérieux. Celle qui est mise en place, c'est très sérieux. Hein. Les gens qui sont enfermés, qu'on est confinés pendant des mois et des populations entières, c'est très sérieux. On n'est pas dans de la rigolade. C'est ça la barbarie. S'il y a des guerres civiles, il va y avoir des morts, des incendies, des pillages, c'est très sérieux. Ne faisons pas n'importe quoi, réfléchissons avant d'agir. C'est ce qu'on essaye de faire. Une perspective de la 16e République, c'est de tirer vers le haut et de s'en sortir vers le haut. On peut le faire, mais ça nécessite un effort. Alors, une fois avoir un petit peu posé, je dirais, ce décor théorique et conceptuel, je dirais, en pratique. En pratique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire le pouvoir du peuple ? Bien, la première chose qu'on peut constater, on a déjà évoqué, hein, c'est des limites structurelles. Quand vous avez 50 et quelques millions de personnes, de citoyens qui sont en matière de voter, on comprend tout de suite que ça ne va pas être si simple que ça. Quoi. Et puis, il faut bien voir, une chose très importante, fondamentale, une première limite importante, c'est que la force qu'exerce le peuple, bon, typiquement dans des révolutions par exemple,
c'est vrai au moment des votes aussi, c'est ponctuel, c'est temporaire. Donc dans le vote, c'est évident, puisque c'est aux 2 tours du vote, mais puisque c'est une grande masse, c'est forcément ponctuel. Et dans les révolutions, c'est la même chose. Les gens se mettent en mouvement dans une révolution, ce qui est déjà plus qu'une révolte, hein, comme les gilets jaunes ou des choses comme ça, c'est-à-dire des choses qui sont assez ponctuelles, assez courtes dans le temps, mais les révolutions ne durent pas très longtemps, ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, et après le peuple va retomber dans ses habitudes, parce qu'il a autre chose à faire, enfin, parce qu'il y a plein de raisons, qui font que, dans la pratique, c'est ce qu'on constate, bien, que le peuple n'exerce pas sa force, n'exerce pas son pouvoir directement, de façon durable. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante qu'il faut prendre en compte, qu'il faut avoir en tête, parce que c'est le réel, tout simplement. Et une autre réalité importante, c'est que le peuple, on a vu que c'était un territoire et une culture, une langue, voilà, une volonté de partager un avenir en commun, ce qui fonde une nation, en définitive. Mais voilà, ce sur quoi il est uni, le peuple. Mais il n'est uni que sur ça. Après, il y a plein d'autres sujets sur lesquels il va diverger, tant sur les opinions, sur 1000 choses. On voit bien la difficulté de converger. Je vais vous donner un exemple très simple. La difficulté de converger, dont je parlais la semaine dernière, entre des gens qui pourtant partagent, veulent changer le système. Ben, on n'arrive pas à converger, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un tronc commun possible qui est possible. Parce qu'il faut qu'il y ait un tronc qui soit fixé, et puis que les autres s'agrègent autour, c'est la seule solution. Croire qu'on va agréger des choses différentes, éparses, etc., bien ça ne marche pas. Bien c'est la même chose, là, vous voyez, c'est une autre image, mais c'est la même chose. Le peuple n'est uni, ne peut s'unir que sur des choses simples, sur des choses vraiment culturelles, sur des choses très rassembleuses pour le coup, hein. Voilà. Et c'est tout. Voilà, ça ce sont 2 limites très importantes, structurelles, donc, auxquelles on ne peut rien faire, du pouvoir du peuple. Hein. Et voilà, la volonté du peuple, donc il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, la volonté du peuple », enfin, j'en vois des gens comme ça, des barbus, là, etc., ouais, c'est la volonté du peuple, blablabla. Sauf que ça n'existe pas. La volonté du peuple, on arrive très vite à des limites, parce qu'il y a des divergences d'opinion, il y a des divergences d'intérêts. Et c'est tout. Puis c'est point barre, quoi. Point final, j'ai envie de dire. Donc, on ne peut rassembler que sur quelques sujets qui sont unificateurs. La langue, par exemple, si on attaque la langue, la culture, oui, ça c'est unificateur. Mais la Constitution, c'est-à-dire les règles du jeu, c'est aussi un lieu, un sujet sur lequel on peut rassembler le peuple. Donc, les sujets unificateurs, vraiment unificateurs, ils sont peu nombreux. Hein. La Constitution, en 2005, on a bien vu que le refus de la Constitution européenne, ça a unifié le peuple pour dire, bah non, il faut arrêter, on ne dissout pas notre nation, on veut rester justement souverain, donc on veut la vraie démocratie. Donc à partir de là, on veut garder notre constitution et pas adopter une constitution européenne. Donc, le pouvoir qui nous échappe complètement. Alors, donc une chose importante, donc, comme je disais tout à l'heure, faisons pas n'importe quoi, penser pouvoir s'affranchir de ses limites, c'est dangereux. C'est forcément se tromper. Moi j'ai entendu par exemple, on pourrait supprimer les partis, ou alors on laisse une portion congrue, ou des choses comme ça. C'est pas possible. Ces forces existent, et elles vont s'exercer, en interne et à l'international. Les forces, vous ne pouvez pas les enlever. C'est comme d'essayer de couler une rivière. Vous avez des forces sociales qui sont là, qui sont dans le mécanisme de la société. Vouloir arrêter la marée, ou vouloir arrêter le vent, ou vouloir arrêter une rivière, mais c'est juste pas possible. Vous pouvez canaliser, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc, supprimer les partis, c'est un exemple, hein, non, c'est non seulement tuer la démocratie, parce que
La démocratie, c'est aussi l'expression justement des différentes opinions. Si vous supprimez les organisations qui permettent justement de rassembler des courants d'opinion et de le faire s'exprimer de façon valable, bah, quelle démocratie? Une démocratie, il n'y a plus que des individus. Non, c'est pas sérieux. Et attention, parce que les gens qui disent de supprimer les partis, du coup, mais ça devient une restriction grave des libertés, et quelque part, on tombe dans la barbarie, on tombe justement dans la tyrannie. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Enfin, les gouvernements fascistes ou de tout ordre. Prenez par exemple la constitution soviétique. Hein, j'ai vu une émission là-dessus. Elle est impeccable. Hein, tous les principes, ils sont bien, etc. Le seul problème, le seul, qui a été identifié par un constitutionnaliste qui a fait une émission là-dessus cet été, il a dit, le seul problème, c'est qu'il n'y avait qu'un seul parti. Et comme il n'y avait qu'un seul parti, eh ben, du coup, ça viciait tout le mécanisme, qui était pourtant tout à fait démocratique, tout à fait parfait, etc. Il y avait vraiment le pouvoir du peuple, tout était prévu sur les textes, c'était impeccable. Mais comme il n'y avait qu'un seul parti, c'était mort. Si vous en avez zéro, c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui exerce le pouvoir en réalité. Hein. Donc, ne pas se raconter d'histoire une nouvelle fois. Donc, en pratique, ces limites existent, il faut faire avec, c'est tout. Alors, là, je viens de citer quelques exemples, je dirais, d'écueils pratiques qui font que le pouvoir du peuple, c'est très difficile. Hein. J'ai fait vraiment une émission consacrée à ça, justement, où j'ai comparé les concepts de Première République et de Première Démocratie et de Sixième République. C'est l'émission du 3 juin dernier. Bah, je vous invite à la regarder, parce que voilà, je développe d'autres aspects plus en détail, justement qui expliquent aussi pourquoi c'est le pouvoir direct du peuple, la démocratie directe par exemple, c'est impossible, totalement impossible. Et il y a plein d'arguments, mais il y en a, c'est pas 3, hein, il y en a peut-être une dizaine. Donc c'est pour ça que je ne vais pas refaire la même émission, j'ai cité quelques exemples, quelques points forts je dirais, mais je vous renvoie à cette émission pour bien comprendre ô combien c'est illusoire. Mais pourtant, ça doit rester un objectif. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Et là, on va passer au comment. Le plus grand danger pour moi, ça serait de vouloir tout réinventer. Ça, pour moi, c'est vraiment dangereux, parce que l'histoire nous enseigne plein de choses, il faut s'inspirer de l'histoire, s'inspirer du passé, construire sur ce qu'ont fait les autres, et les erreurs, les déviances et tous les problèmes que ça a posé. Mais ils ont posé des bonnes briques. On n'est pas tout nouveau, tout beau, on sait tout, on est plus intelligent que... Non, ça n'existe pas. La réalité, c'est qu'il faut se prolonger, et c'est pour ça que ça s'appelle que ce qui est proposé, c'est Sixième République, et pas Première Démocratie. Sixième République, c'est aussi s'inscrire dans une histoire, s'inscrire dans l'expérience du passé. Donc tout réinventer, c'est déjà aussi un écueil très important qu'il faut éviter. Alors du coup, comment faire? Parce que notre objectif demeure le même. Le pouvoir du peuple. Comment faire? Eh bien, il faut développer le pouvoir, ce pouvoir du peuple, partout où c'est possible. C'est-à-dire, on renverse le truc en disant, non, on veut le peuple au pouvoir, on veut, etc. La volonté du peuple, etc. On renverse la perspective, on dit, on regarde où c'est possible, et là où c'est possible, eh bien, on le fait. Hein, et on le fait partout où c'est possible. Et il y a des points stratégiques, des points très importants. Enfin, c'est pas un problème qui se pose que pour le peuple. Par exemple, vous voulez, quelqu'un veut fabriquer un pont. Vous voulez fabriquer un pont, une mairie veut fabriquer un pont au-dessus du fleuve. Bah, la mairie n'a pas le savoir-faire pour faire ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un cahier des charges, d'accord? Donc elle dit, bah, le pont, parce qu'elle sait pourquoi elle le veut. Donc elle fait un cahier des charges en disant, bah, il faut qu'il puisse s'écouler tant de voitures par jour, et puis il faut qu'il y ait un couloir de bus, parce qu'on veut aussi, et puis on veut que les piétons puissent circuler, etc. Blablabla. Ils font un cahier des charges, parce qu'ils ne savent pas construire le pont.
Et en fonction de ce cahier des charges, après on vérifie qu'il y a une recette, il y a une réception de l'œuvre quand elle est terminée, et on regarde à la fin si c'est bien conforme à ce qu'on a demandé, et il y a des pénalités, des malfaçons, des choses à reconstruire, à changer si ça ne respecte pas le cahier des charges. En gros, il y a des points stratégiques qui sont les entrées et les sorties. Et moi, ce que je propose, c'est justement d'agir sur ces deux points-là de la même façon. On agit sur les entrées, on agit sur les sorties, puis au milieu, bon bah voilà, parce que en l'occurrence, on ne peut pas exercer le pouvoir partout, le peuple ne peut pas exercer le pouvoir partout, il est pas obligé de passer par la représentation, et bien, à partir de là, il est obligé de s'en remettre, comme le maître d'ouvrage est obligé de s'en remettre au maître d'œuvre pour la fabrication de ce pont, puisqu'il n'a pas le savoir-faire. Là, c'est un peu la même chose. On est dans des situations tout à fait similaires. Mais on se met au point stratégique, à l'entrée et à la sortie. Et puis, si on peut, partout où c'est possible, si on peut se mettre dans certains rouages, eh bien, il faut le faire. Et dans notre cas, c'est l'implication, ça veut dire une implication de citoyens, une implication citoyenne au quotidien. C'est ça que ça veut dire, d'être dans les rouages. Mais ça veut dire qu'on est au quotidien dedans, parce qu'on voit bien que les points stratégiques, c'est au début, c'est à la fin, par exemple, hein, sur les entrées et les sorties de quelque chose. Là, dans les rouages, mais donc ça veut dire qu'il y a des citoyens, il y a des membres du peuple qui se retrouvent bien dans les rouages du fonctionnement institutionnel. Nous allons voir comment, justement, tout ça peut se dérouler, et comment on peut atteindre quand même quelque chose d'assez, moi je pense, d'assez efficace. Donc pour ça, je suggère 4 axes. Le premier axe, c'est le cahier des charges dont je parlais, c'est une expression de besoin. Le peuple, il exprime ses besoins. Moi, en entrée, je veux ça, 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 et je veux que ça soit respecté, soit ça respecté, etc. Je veux qu'on suive ça comme objectif, etc., etc. Expression de besoin, premier axe. Deuxièmement, le contrôle. Contrôler les représentants, et donc là c'est le contrôle final si on va sur l'image du pont, mais là on peut contrôler de façon plus fine, hein, on peut peut-être déléguer aussi le contrôle à un organisme qui va se charger de ça au quotidien, donc c'est intéressant. Donc avoir des institutions dédiées au contrôle, chose qui n'existe absolument pas aujourd'hui dans la Ve République, hein. On est bien d'accord, hein. Alors si, il y a des choses qui existent, comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, etc., mais ce sont des choses qui échappent au peuple. Ce sont des assemblées d'experts, de magistrats, de sages, de cocos, en définitive, qui ne sont pas représentatifs du peuple. Là, il s'agit bien de contrôler les représentants par une émanation du peuple. Donc, institution dédiée, et, autre chose très importante, par un bilan systématique de l'action par rapport au programme. Nous allons y revenir. Troisième axe, décider. Décider, c'est choisir, trancher. Je choisis en entrée, je tranche en cours de route si c'est nécessaire, et à la fin, si ce que on m'a livré ne me convient pas. Donc, par les élections, j'insiste là-dessus, parce que pour décider, il faut vraiment que tout le peuple participe, sinon ce n'est pas représentatif, et c'est très frustrant. Enfin, il y a beaucoup de gens qui proposent le tirage au sort, notamment pour prendre des décisions, mais ça veut dire quoi, le tirage au sort? Ça veut dire que moi je voterai jamais pour personne pour choisir ce qui va advenir et ce qu'on va faire. C'est juste l'éviction du peuple du processus de décision. Non. La seule façon de décider, c'est par l'élection, c'est par le vote, par la participation de tout le peuple. Sinon, c'est plus le pouvoir du peuple. Autre méthode, autre moyen, il y a les référendums, dont évidemment le RIC et le RI. Et puis la participation citoyenne directe. Voilà, ça c'est le quatrième axe. Par exemple dans les administrations, et en particulier la justice. Nous allons y revenir. Donc examinons ces 4 axes, si vous voulez bien.
Donc le premier axe, c'est un entonnoir en définitive, puisque le peuple il est très large. Il faut réussir à synthétiser ça et à ce que ça devienne quelque chose de palpable et réalisable dans un certain nombre de décisions et d'actions. Donc on part d'une multitude avec des doléances, avec des objectifs qu'on peut fixer, avec des besoins qu'on exprime. Et eh bien, en premier lieu, on crée une constitution qui, justement, fait entonnoir de tous ces desiderata du peuple. Et c'est pour ça qu'il faut une participation, et je vous l'annonce, on va le faire à un P6R, on va ouvrir une large consultation pour que, à la manière des cahiers de doléances qui avaient existé lors de la Révolution de 1789, mais également des cahiers de doléances que fait par exemple Front Populaire, ou qui ont fait le vrai débat, donc organisé par les Gilets jaunes, mais également, pourquoi pas, les résultats du grand débat organisé par Macron, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont participé finalement. Hein. Bien, tout ça, c'est un grand entonnoir, et donc, est-ce que nous allons mettre en place également sur le site d'une perspective de la 6ème République, pour recueillir, outre ces choses que je viens d'énoncer, et d'autres éléments. Je pense notamment à un documentaire qui a été fait sur des gens qui ont proposé des choses pour avancer vers une nouvelle constitution. Voilà. Tout ça, c'est des entrants, et réussir à faire converger tout ça en une constitution avec un préambule pour justement exprimer les besoins de façon très, très claire, on en a déjà parlé, et puis après, dans la rédaction des articles, évidemment, qui vont préciser le fonctionnement de la Constitution. Ça, c'est, je dirais, le côté structurel. Et puis, il y a aussi, dans l'expression des besoins, là, je dirais, c'est les besoins de long terme, c'est la structure, les règles du jeu. Puis il y a dans le jeu lui-même, il y a le choix des représentants. Parce que les représentants, chacun va venir avec son programme, et bien, le choix des représentants, c'est aussi le choix d'une orientation politique, d'opinion, de programmes qui vont être mis en œuvre. Donc, voilà, on est dans une autre démarche là où ce sont les représentants, enfin les candidats représentants, qui proposent justement quelque chose qui va correspondre plus ou moins justement à ce que les membres du peuple souhaitent. Donc voilà, expression des besoins, structurelle, et puis je dirais la vie quotidienne, enfin la vie qui se déroule au fil du temps. Deuxième élément très important du pouvoir du peuple, qui est vraiment un élément nouveau, enfin l'autre était nouveau aussi sur la Constitution, hein, sur l'expression des besoins notamment, c'est fondamental. C'est donc pour contrôler les représentants, c'est avoir une institution dédiée à ça, et rien qu'à ça, que l'on appelle la Chambre constitutionnelle. Cette Chambre constitutionnelle regroupe toutes les institutions de contrôle. Donc, notamment, actuellement, le ministère de la Justice est rattaché au gouvernement. C'est une anomalie absolue, puisqu'on n'est plus du tout dans la séparation des pouvoirs. Tout ce qui est contrôle, et la justice est bien évidemment une instance de contrôle du respect de la loi, il est clair que ça doit être rattaché à l'organisme en charge du contrôle notamment des représentants, évidemment. Et puis, il y a aussi cette notion très importante qui est le bilan systématique en fin de mandat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun vous raconte un petit peu ce qu'il veut sur son bilan, chacun suit un peu son opinion. Eh bien, l'idée, ça serait de s'inspirer du monde de l'industrie et de la roue de Deming, notamment, et de pouvoir s'appuyer sur un rapport à tous les échelons, à l'échelon communal, à l'échelon départemental, à l'échelon national également, d'avoir un rapport émis par une institution indépendante, mais qui serait un rapport public de l'action réalisée durant le mandat, donc qui serait par exemple 6 mois avant l'élection, ou quelque chose comme ça, ou 9 mois avant l'élection, qui récapitulerait les actions qui ont été faites et les comparerait par rapport au programme qui avait été annoncé au départ.
et là de façon objective, est rendu public par l'organisme justement de contrôle indépendant, dédié. On peut même envisager à ce qu'il y ait des consultants indépendants spécialisés dans ce genre de contrôle, qui justement établissent un regard objectif communiqué publiquement à la population. Ça évite justement un petit peu des manipulations et de dire bon, après on peut expliquer, hein, mais on n'a pas atteint les objectifs pour telle ou telle raison, bon, pourquoi pas, les gens sont intelligents, mais au moins on a un rapport factuel de ce qui a été fait. Et ça c'est important, puisque parler de la route d'Hemming, vous regarderez sur internet ce que c'est, hein, c'est l'étape check, vérifier. Donc on vérifie que ce qui a été annoncé a bien été fait. Ça c'est très important. Parce que si on mesure, hein, c'est un principe, on ne maîtrise pas ce qu'on ne mesure pas. Bien, si on veut que le pouvoir du peuple s'exerce, il faut mesurer, et c'est par ce contrôle, par ce rapport public qu'on peut le faire. Sinon, toutes les manipulations, tous les blabla, tous les bourrages de mots sont possibles. Donc ça c'est très important. Ça a l'air d'être un détail, c'est pas du tout un détail, c'est très important. C'est un élément crucial du pouvoir du peuple. Quatrième axe, décider. Alors, il y a un préalable déjà, hein, qui est évident, qui est partagé par plein de gens. Il est bien évident qu'il faut mettre fin au système semi-monarchique de la Ve République, où il y a une personne qui décide de tout, qui a été renforcée par Jospin avec l'alignement sur des mandatures de 5 ans, avec la prééminence de l'élection présidentielle. Bon, voilà, quoi. Ça veut dire qu'on est dans un système semi-monarchique. Toute organisation, toute structure constitutionnelle qui nous donnerait un président qui prend toutes les décisions, qui est élu en même temps, etc., c'est un système semi-monarchique. Pas besoin de changer de constitution pour ça. La Ve République, c'est déjà ça, quoi. Non. Forcément, la Sixième République, c'est la fin de ça. Obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de président de la République, mais ça veut dire qu'il n'a pas tous les pouvoirs, et c'est pas lui qui concentre tous les pouvoirs. Il a d'autres attributions. Une attribution de président, donc de présider, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais décider, bah, en premier, c'est, comme je disais, choisir. Choisir donc ses représentants par l'élection et par la participation de tout le peuple, et pas d'un panel dans lequel on va piocher ou je ne sais quoi. C'est très important. Sinon, c'est plus de la démocratie. C'est le pouvoir de tout le peuple, l'ensemble du peuple. Choisir et trancher. Décider, c'est aussi ça. On choisit, bon, ça c'est une voie de décider, mais trancher, c'est-à-dire, bah, je vote pour telle personne ou pour telle autre, pour tel programme ou pour tel autre. Donc, le vote, c'est l'expression de la décision. Hein, au moins de la décision sur des objectifs, comme je le disais tout à l'heure, sur un cahier des charges. Mais trancher, pour que ça soit valable, on a vu l'aspect bilan, hein, dont on disait tout à l'heure qu'il fallait que ça soit donc vérifié, contrôlé, etc. Mais il faut aussi évidemment que l'éclairage lors de la campagne soit, comment dire, pas fiable, mais honnête. Hein. Je trouve pas le bon terme là, il m'échappe. Mais voilà, il faut que ça soit honnête. Ça veut dire que les médias aujourd'hui, qui sont complètement aux mains de l'oligarchie, justement, dont on parlait tout à l'heure. Tous les médias sont aux mains de l'oligarchie, en France, aux États-Unis, partout. Hein. Eh bien, les médias doivent être placés sous tutelle de la Chambre constitutionnelle, comme tout pouvoir, je dirais, le contrôle doit s'exercer sur les médias pour pas qu'on puisse raconter n'importe quoi aux gens. Ça, c'est fondamental. Hein. Et que ce soit par des élus, justement, et par des représentants du peuple. Sinon, sinon c'est une oligarchie qui dit ce qu'elle veut et qui met en avant ce qu'elle veut
aux yeux de la population. Et c'est comme ça qu'on arrive à leur faire ce que disait Tocqueville, hein, on pourra leur faire voter pour qui on veut. Le fait que les médias, et dans tout ce qui est justement information, hein, surtout, hein, et reportages, enfin, tout ce qui est du domaine politique, il est fondamental que ça soit placé sous contrôle populaire. Sinon, ça ne sera pas honnête, ça sera pas... alors je ne dis pas que ça sera complètement honnête, mais ça sera beaucoup mieux que la situation actuelle, en tout cas. Hein. Enfin, dernier élément très important dans le tranché, les référendums. Où là, on a une expression directe des citoyens. Et un référendum organisé par les institutions, par le gouvernement, par la Chambre constitutionnelle, par le président de la République, par des institutions en place, qui peuvent choisir de consulter le peuple sur certains sujets, mais aussi et surtout, bien sûr, par le référendum d'initiative citoyenne ou par le référendum d'initiative individuelle. C'est très important, les référendums, parce que, et surtout ces deux derniers, parce que ce sont eux les garde-fous contre les abus de pouvoir dont justement parlait Popper. Ah, il semblerait qu'on ait un problème de transmission. Alors, attendez. Ouais, c'est ce que je vois. Je vois que ça a l'air d'être coupé. C'est toujours coupé ? Oui, c'est toujours coupé. Alors, comment est-ce que on peut faire ? Là, pourtant, le direct, pour moi, a l'air de marcher. Est-ce que c'est rétabli ? Solution, elle devrait reprendre de manière incessante. Oui, ça a l'air de marcher. Il semblerait que ça redémarre. Pour moi, a l'air de marcher. Oui, ça y est, c'est reparti. Donc je continue. Donc c'est un garde-fou très important, puisque comme le préconisait Popper, c'était justement se garantir contre les abus de pouvoir, c'est le critère ultime, en définitive, de façon non violente, justement, par rapport aux abus de pouvoir. Donc ça, c'est fondamental d'avoir ce genre de garde-fou, et le RIC est vraiment le garde-fou ultime, je dirais, pour justement éviter qu'on sorte de la démocratie. Donc ça, c'est très important. On ne peut pas dire qu'il y ait de véritable démocratie s'il n'y a pas ce garde-fou. Enfin, et dernier axe, participation citoyenne directe. Donc là, on n'est plus à l'entrée, hein, on a vu, là, on était sur des éléments qui étaient en entrée et en sortie, mais, et puis sur quelques rouages, mais bon, globalement, on est quand même plutôt sur de l'entrée et de la sortie. Et là, participation citoyenne, bah, on est dans les rouages. Donc, dans le contrôle, par exemple, l'idée, c'est dans la Chambre constitutionnelle que la moitié soit constituée là, pour le coup, par tirage au sort, puisque là, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans l'exercice du pouvoir, on est dans l'exercice du contrôle, dans la vérification. Donc, il y a un certain nombre de citoyens. Bien entendu, ces citoyens devront être formés au droit, etc. Donc, il faut qu'ils soient tirés sur les listes électorales, mais il est bien évident aussi que ces gens doivent accepter. S'ils se disent « moi je ne me sens pas de taille » ou « j'ai pas le temps » ou « j'ai pas envie », il faut que ce soit des gens qui soient motivés, donc ils pourront aussi refuser s'ils ont été tirés au sort de ça. Mais à partir de là, il faudra qu'ils subissent aussi, qu'ils suivent une formation, et pour justement savoir contrôler de façon pertinente, avoir un minimum de rudiments pour mener un contrôle de manière pertinente, sinon c'est pas la peine. Mais donc 50% tiré au sort, parce que dans le tirage au sort, moi je vous garantis que là, moi je pense que c'est vraiment très intéressant, parce que vous allez, bon, peut-être dans les citoyens il va y avoir, peut-être y en avoir 8 sur 10 qui seront bons, qui vont contrôler comme ça, en toute bonne foi et tout, hein. Mais dedans, vous en aurez au moins 2 sur 10, à mon avis, qui vont être vraiment des gens qui vont pinailler et qui vont vraiment contrôler dans le détail. Et là, je pense qu'on va avoir vraiment un contrôle très ferme et très réel, je dirais.
Donc ça, c'est vraiment... Là, pour le coup, je pense que le tirage au sort est pertinent ici. Et puis, il y a aussi, je pense, la mise en place d'un service citoyen qui doit être envisagé pour justement diffuser, irriguer les administrations, et notamment la justice. Un service citoyen qui existe depuis des années, et qui, pour moi, c'est le modèle, c'est les cours d'assises. Les cours d'assises, on demande à des citoyens, tirés au sort, dans la population générale, de participer justement aux assises. Eh bien, ce mécanisme, alors peut-être pas par tirage au sort, peut-être plus par du volontariat ou des choses comme ça, ou des gens qui sont pas en activité, par exemple des gens qui sont au chômage. On peut leur dire, plutôt que vous soyez complètement désocialisés, eh bien on vous propose justement de participer dans des administrations, dans la justice, etc. Et donc on pourrait, vous vous rendez compte, si on met ça en place, on pourrait vraiment avoir une justice populaire, puisque là, on dit que la justice manque de moyens, manque de bras. Bien, je dirais, là, on peut à la fois faire débloquer la situation dans la justice, parce que c'est quelque chose d'important. La justice, c'est une dimension politique et de la vie sociale qui est très importante, la justice. Et, par la même occasion, donner du pouvoir au peuple, mais du pouvoir concret. Je pense notamment à toutes ces questions d'affaires classées, pas suivies, enfin, je vois sur Internet, il y a beaucoup de gens qui disent des affaires de pédophilie, etc., qui tombent aux oubliettes, qui sont délaissées par la justice actuelle. Eh bien peut-être ça sera un moyen aussi de faire. Et là, vous voyez, là, on a vraiment un pouvoir. Alors, c'est pas le pouvoir au sens mais c'est un pouvoir très important et un pouvoir du quotidien dans l'intervention de la société. Et ça, je pense vraiment que c'est quelque chose, si on mettait ça en place, ça changerait vraiment la vie quotidienne, et par ce pouvoir au peuple, et là du coup un pouvoir très largement diffusé. Donc là l'exemple c'est la justice, mais on peut imaginer la même chose dans les autres domaines. Autre organisme qu'il faudra envisager de créer, c'est aussi une garde citoyenne. Garde citoyenne qui, donc armée évidemment, hein, qui, à l'image de l'armée suisse, donc serait armée et garantirait aussi que les abus de pouvoir ne puissent pas arriver de façon si simple. Hein, parce que là, on peut mettre une belle constitution en place, mais si quelqu'un essaye de faire un coup d'État, eh ben, ça peut, comme il y en a qui se proposent de le faire, la mise en place d'une garde citoyenne, de participation citoyenne, à l'image de l'armée suisse. Hein. Moi, je prends souvent l'exemple de la Suisse parce que c'est vraiment un modèle dont on peut s'inspirer. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas réinventer les choses qui marchent et qui marchent depuis longtemps et qui sont intéressantes dans l'histoire, dans le passé. Il faut s'en servir. Tout vouloir réinventer, c'est idiot. Donc là, c'est un bon exemple de choses qui fonctionnent. Donc on ne dise pas que c'est soit démagogique, etc., etc. Non, non, ça existe depuis des années et des années. Et je dirais, si les Suisses sont comme ça, ils sont de bons citoyens, etc., c'est aussi parce qu'on leur fait confiance et qu'il y a plus de pouvoir au peuple, et que les Suisses sont plus éduqués, plus civiques, fatalement, puisqu'on leur donne plus de pouvoir, plus de participation citoyenne. Vous voyez, on peut inverser le truc. Hein. On va dire, bah oui, c'est pas possible, mais parce qu'eux, c'est des Suisses. Mais ils n'ont pas été Suisses comme ça. Ils sont devenus Suisses parce que ils sont justement dans la participation citoyenne aussi, que la citoyenneté a un vrai sens, plutôt que d'être des purs consommateurs. Et puis, dernier point, et loin d'être le moins important, le retour d'expérience. Parce que le service citoyen, ça existe déjà, plus ou moins, dans certains domaines. Mais ce qui est important, c'est que chaque citoyen devra faire un rapport, un REX, un retour d'expérience, qui va permettre justement le contrôle que l'administration fonctionne bien, que la justice fonctionne bien, que si on a constaté des points positifs ou des points négatifs, ou des expériences intéressantes qui pourraient être répliquées ailleurs, eh bien, que ce retour d'expérience soit fait justement à l'issue de chaque fin de service citoyen, chaque période de service citoyen. Vous voyez, l'administration qui aujourd'hui, je dirais, est un peu un monde à part, se verrait irriguée
Vous voyez, on n'aurait plus cette séparation de l'État et du peuple tel qu'on l'a aujourd'hui. On aura une irrigation de l'État par les citoyens. Mais avec des citoyens qui auraient un œil de citoyens, qui ne seraient pas juste des larbins et des sous-fifres, des administrés, des administrateurs, des gens de l'administration, des fonctionnaires. Peut-être ils le seraient, mais à la fin, en tant que citoyens, ils auraient un devoir de faire un retour d'expérience et de faire remonter justement ce contrôle. Je pense que ça changerait pas mal de choses. Voilà, on arrive au bout de cette émission sur le pouvoir du peuple. C'était un peu long, plus long que je ne le croyais. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a dit? Le pouvoir du peuple, absolu, ça ne peut pas exister, c'est fatalement contraint. Il y a forcément des contraintes qui font que le pouvoir direct du peuple, tel qu'on le dit, pour le peuple, par le peuple, c'est une parole démagogique et qui, en fait, est de la poudre aux yeux qu'on vend aux gens. Non. Concrètement, il faut le décliner, essayer de voir où on peut le faire, où c'est réellement possible de le faire. Donc, l'étendre partout où c'est possible. Rappel, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Donc pas d'improvisation, s'appuyer sur les choses qui marchent, en France comme ailleurs, qui ont marché dans le passé, qui marchent aujourd'hui, pour nous guider, pour nous aider. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses nouvelles qu'il faut mettre en place, mais dès qu'on peut s'inspirer d'expériences qui fonctionnent, eh bien il faut le faire. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous sommes quand même là sur le fil du rasoir pour basculer vers la barbarie, et vraiment on est dans une trajectoire, puisque comme je disais, hein, l'oligarchie, ça ne les intéresse plus, la démocratie, ce qu'ils appelaient les droits de l'homme, etc. Ça ne les intéresse plus. Ils n'ont plus besoin de ça. Le pouvoir a migré, il n'est plus à l'échelle nationale, il est à l'échelle des multinationales. Et ça change tout. Non, pour le droit, parce que qui dit pouvoir dit responsabilité. Donc il faut nous responsabiliser. Donc, en entrée, exprimer des besoins, choisir le programme pour, à la sortie, vérifier, contrôler que ça se déroule bien comme on le demande et que le résultat est bien conforme à ce qu'on avait demandé. Et que si ce n'est pas conforme, qu'on ait des éléments probants, concret pour savoir pourquoi ça n'a pas pu se mettre en œuvre. Si on a dit quelque chose, je ne sais pas, on a doublé le SMIC par exemple, et on n'a pas arrivé à le faire, pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à le faire, etc., etc. Décidé par le vote, seul le vote et la démocratie. Et notamment dans le vote, il y a l'intervention directe du peuple par le RIC et le RI, très important, pour éviter les abus de pouvoir. Dernier élément, participation concrète des citoyens avec retour d'expérience. La prochaine fois, avanti! Eh bien, la prochaine fois, nous allons aborder un autre thème très différent, qui est l'optimisme, qui est l'espoir, qui est tracer une perspective. Parce que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont que dans la lamentation, dans le passéisme, dans le pessimisme, même si la situation est dangereuse, elle est périlleuse, il faut tracer un espoir, il faut être optimiste. Si on ne croit pas à ce qu'on essaye de faire, c'est pas la peine, on n'arrivera jamais. Quand on dit mettre en place des nouvelles lumières, par exemple, des nouvelles lumières, voilà, c'est motivant, c'est quelque chose qu'on a envie de se donner pour faire réussir la chose. La chose ne fera pas toute seule. Donc, à partir de là, il faut être optimiste, se projeter dans l'avenir et donner un espoir. C'est vraiment l'optique d'une perspective de la 6ème République, et c'est ce qui, je pense, la différencie de toutes les autres initiatives et de tous les autres partis politiques. Reprenons espoir, c'est le mot de la fin, évidemment. Chronique des barbaries, vendredi, où j'étudierai ensemble, justement, sur les aspects chansons françaises, art et culture, bien le livre de Gérard Depardieu, un de nos plus grands acteurs. Donc,
et voir dans le livre qu'il a écrit justement comment cette attaque de la culture, ça attaque, on a vu la semaine dernière que ça attaquait la nation, que ça attaquait justement le faire peuple, mais ça détruit aussi les personnes, ça détruit les individus, et nous allons voir comment ça a détruit, moi c'est le diagnostic que je pose sur ce dont il souffre, hein, moi j'appelle ça comme ça, pour Gérard Depardieu. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. On pourra peut-être l'étendre aussi, on va l'analyser. Voilà, je vous remercie. Rejoignez l'initiative, inscrivez-vous sur le site, commandez le manifeste émergence. Sans votre participation, rien ne sera possible. Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. À bientôt. Au revoir.